en direct avec Gérard Filoche et Nathalie Culel. Donc Gérard Filoche, pour ceux qui est un quasi-catalan de Sotteville-les-Rois, qui vient depuis les années 80 au Bourdigou. Donc son gauchisme vient de loin et à pied. Enfin là il est venu en voiture parce que quand même. Donc comme je suis feignant, je dirais on ne te présente plus, comme ça m'évite d'avoir. Mais qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? Tiens, ça c'était intéressant. Que ça fait 60 ans que je milite à gauche. Merde. Et alors? Plutôt content? Il faut faire ce que doit. D'accord. Non, on ne parle pas de déception sinon. Et Nathalie Culeil, donc candidate 3e circonscription aux législatives, elle a survécu au premier tour, pas au deuxième. Elle a vécu une Gillette G2. La première lame soulève le poil, la deuxième le coupe avant qu'il ne se rétracte. Voilà, mais elle reste encore un espoir à gauche et pour tous les Jedi. Donc là, alors c'est Nathalie qui m'a signalé, pas que Gérard était en vacances ici, ça je le savais, puisqu'on l'a déjà eu, mais qu'il écrivait des livres. Moi je croyais que c'était juste un homme de télé. Je veux dire, s'il faut lire des livres, c'est trop compliqué, voilà quoi. Du coup, on l'a dit, on est en direct. Voilà. Bonjour. Voilà, et... C'est mon ami René. Ah, alors, bah oui. René Hollander. Ton ami René. Oui. Qui est de la gauche démocratique et sociale ici à Perpignan. D'accord. Je vois plus à quoi ça correspond. Ça viendra. D'accord. Alors on revient, ouais. Donc on disait donc, Nathalie, et donc je vous ai fait venir tous les deux parce que moi j'ai des questions. C'est une question que la première fois que j'ai posée à Emmanuel Weiss. En 2006. Manuel. Ouais, Manuel, ouais. Non, mais c'est un monstre hybride, l'Emmanuel Weiss. Celui qui veut des whites, des blancos, etc. Et je vais lui présenter son livre après les émeutes à Drancy. Non, pas à Drancy, il était maire de Ivry. Bonne réponse, c'était un voyage au Mexique pour Gérard. Donc, je me suis dit, je ne connaissais pas encore, je ne savais pas qui c'était. On m'a dit, tiens, il y a un livre, les socialistes interrogent. Donc, on a eu 1 heure dans les studios de Radio Zigomar. Et je lui ai demandé, c'est quoi être de gauche? Alors, la question que j'ai déjà posée à Gérard, il sait tout bien répondre. Ça fait plaisir, non, parce que peu de personnes peuvent gagner le voyage au Mexique. Et donc, je vais poser la question d'abord à Nathalie, parce que je sais que toi, tu sais. Voir ce que ça donne chez les nouvelles générations. C'est quoi être de gauche? Être de gauche, c'est lutter pour que les richesses soient redistribuées à tout le monde. C'est être du côté des opprimés. Et il y en a un paquet dans cette société. Les actionnaires minoritaires? Non. Voilà, là, c'est croire qu'un autre monde est possible, croire que l'humain d'abord est notre boussole. Voilà, c'est changer de paradigme complètement. Être du côté des essentiels qui sont si mal payés quand on voit à quel point... Les essentiels, c'est pas les huiles. Non. Les essentiels, c'est ceux qui font la société, c'est ceux qui participent à la cohésion sociale. Les infirmières, les caissières, les éboueurs, les enseignants, tous ceux qui sont là et qui font que la société fonctionne, les maraîchers, etc., etc. Et puis, être de gauche, moi je me suis jamais vraiment posé la question, est-ce que je suis de gauche? En fait, est-ce que tu es marxiste? Moi je me suis dit simplement que j'étais révoltée face à ce qu'on subit, le rouleau compresseur de réforme en réforme qui sont toujours des reculs. Alors moi j'ai subi ça dans l'éducation nationale, ça fait 30 ans qu'on se bat. Réforme après réforme, des réformes qui vont toujours dans le même sens, celui d'une marchandisation de l'éducation. En fait, quand on est de gauche, on lutte contre la marchandisation de tout. Et on s'insurge et on dit, mais non, on est des personnes, on n'est pas que des consommateurs. Et en fait, c'est ça qui est insupportable, c'est cette société qui s'adresse qu'à notre esprit reptilien. Alors, on est abreuvé de pubs. Et on n'en peut plus. Enfin, voilà, je ne veux pas être trop longue, mais être de gauche, c'est d'abord exiger une autre société, exiger notre façon de voir les choses que tout à travers le prisme du fric, quoi. Voilà. Alors Gérard, ta définition de la gauche? Tout pareil. Tout pareil.
tu veux rajouter un peu de Karl Marx, un peu de Trotsky? Oui, Ah bah, référence. si tu me demandes des étiquettes en plus, Parce que toi, tu viens du trotskisme. moi je viens d'abord du salariat. Ouais. Ceux qui produisent des richesses. Le lumpen salariat, tu veux Non, dire? non, ceux qui produisent des richesses et qui n'en soivent pas la part qu'ils méritent. Ouais. Le salariat en France, c'est 30 millions de personnes. Mm. Voilà, de quoi être majoritaire, et on ne l'est pas, donc il faut qu'on le devienne. C'est ceux qui font tout. À l'hôpital, à l'école, dans les usines, dans les bureaux, dans les quartiers, et ceux qui n'ont pas ce qu'ils devraient avoir en échange. Voilà. Alors j'ai commencé comme ça. Moi, je suis un fils d'ouvrier. J'étais ouvrier. J'ai fait une douzaine de métiers et je défends le salariat, comme Nathalie. Ceux qui sont exploités, ceux qui sont opprimés. C'est la grande classe sociale et la gauche exprime ça. C'est ce qu'avait dit Rachida quand on l'avait interviewé. Qu'est-ce que vous avez gardé de la classe ouvrière? La classe. Tu remarqueras que j'ai pas dit ouvrière. Ah oui. Il faut garder mon terme, s'il te plaît. Quand je dis salariat, ça implique les ouvriers, les salariés, les cadres. Ça implique tous ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Je me répète sur ce point, tous ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Ouais. Et donc, pas seulement la classe ouvrière qui elle-même n'est qu'une partie du salariat. D'accord. Hein, pas seulement les employés qui en est une autre partie, et pas seulement les cadres qui en sont une autre partie. Oui, et puis tu mets les cadres dans la classe laborieuse. Bien sûr. Et les exploiter. Non, parce qu'eux, ils croient qu'ils sont les dominants. Alors, bonne précision, parce que et il faut toujours distinguer les cadres dits supérieurs. Ouais. Et comme les cadres tout court, ouais. Et les cadres dits supérieurs, il y en a très très peu. Ouais. Moins de 0,5%. Ce sont ils sont à combien de cas euros ceux qui sont, ils sont assimilables aux patrons, ils ont des salaires proches d'eux et ils ont des responsabilités proches d'eux. Ils sont souvent actionnaires comme les patrons. Mais c'est une toute petite partie des cadres. Et tu as raison de dire qu'il y a beaucoup de cadres qui se croient supérieurs, mais qui ne sont pas. Et donc, avec 4 millions de cadres qui ne sont pas supérieurs, mais qui sont plutôt, comment dirais-je, prolétarisés, on doit les inclure dans le salariat. 98% des salariés gagnent moins de 3 200 euros net. Les salaires ont été compactés depuis 60 ans en France, et ça rapproche toutes ces catégories de salariés les unes des autres. Ils ne le savent pas, mais ils ont le même degré d'exploitation. Et je sais qu'on ne vit pas de la même façon à 900 euros, 1800 euros ou à 3002, ça c'est sûr, mais on n'est pas si différent que ça entre l'ingénieur et le balayeur. On contribue à faire fonctionner une société qui ne vous rend pas ce que vous lui donnez. Oui, la théorie de l'obélisque sur la plus-value de chez Marx. Tu sais, c'est les ouvriers qui relèvent une obélisque et c'est le patron qui récupère l'avantage d'avoir réuni autant de... Mais soyons clairs sur les étiquettes. Moi, je suis social, démocrate, socialiste, communiste, trotskiste, oui, je suis tout ça à la fois. Je suis tout ça à la fois, parce que c'est pas une question d'étiquette, c'est une question de représenter une classe sociale. Et la classe sociale dont je viens de parler, eh bien, elle est très diverse, elle est très pluraliste. Et quand on milite, on a besoin de la majorité de celle-ci pour transformer la société, il faut donc tenir compte de toutes ces composantes idéologiques. La gauche est que le reflet d'une classe sociale. Le reflet d'une classe sociale. Je trouve la définition bonne, mais est-ce qu'elle est valable maintenant? Il y a des gens qui se prétendent de gauche qui ne sont pas vraiment le reflet d'une classe sociale. Alors elle est plus valable maintenant que jamais. Parce que, la gauche, oui, mais... Non, la classe sociale. La classe sociale. En France, en 1910, il y avait 3 millions de salariés. En 1936, 11 millions, 12 millions. En 1945, on dépassait les 12 millions. En 68, on était autour de 13-14 millions. Et aujourd'hui, si tu prends toutes les catégories de la fonction publique, du privé, et évidemment les chômeurs qui sont des salariés temporairement privés d'emploi, on est à 30 millions. Donc en un siècle, on est passé de 3 millions de salariés à 30 millions de salariés. Et c'est incroyable qu'aujourd'hui, des gens comme Macron veulent reprendre à 30 millions de salariés ce qui a été gagné depuis un siècle.
alors qu'ils sont passés de 3 à 30, quoi. Ouais, hein. mais s'ils n'ont pas de conscience de classe, camarades, que fait-on? Ah, c'est une bonne question, c'est pour ça qu'on On milite. lit. C'est pour ça qu'on milite. On lit. Parce que ce qu'on dit là, ouais, c'est ce qu'on dit Parce ça, les que- gens ne le savent pas. Ils se croient beaucoup plus divisés, hétérogènes que ce qu'ils ne sont. Parce qu'ils croient que ils sont arrivés à ils ont accédé à la bourgeoisie, ils ont un canapé, un grand écran, des trucs de fou que nous les pauvres on n'avait pas au 19e. D'abord, la notion de richesse et de pauvreté est relative. Oui, Elle n'est pas absolue. oui. Donc on peut avoir 3 canapés et être pauvre. Hein. Et Donc, Tu C'est pas écran la télé. quantité, d'accord? Et 48 écrans de télé, parce qu'à l'époque, Oui, on a mais l'écran. quand même, j'ai Netflix. Donc c'est pas mon on cas. peut même avoir Netflix et être pauvre. Hein. C'est ça. Il y en a beaucoup. Ah zut alors. Mince, moi qui me leurrais sur moi-même. Le salaire médian en France est à 1780 €. Ouais. Hein? Mais médian, c'est subjectif. C'est-à-dire que Ah non, justement. ils sont plus petits. Ce qui est subjectif, c'est de dire une moyenne. Oui. Je parle pas de moyenne. D'accord. Médian, c'est 50% qui gagnent moins de 1780 €. D'accord. 50% sur 30 millions, ça fait combien? 15 millions de personnes à moins de 1780 €. Donc 10 millions qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est pour ça que cette classe est forcément révolutionnaire un jour ou l'autre. Pourquoi Macron est président? Je comprends pas. Enfin, une deuxième fois déjà, la première fois c'était énorme. D'abord, tu as remarqué qu'il y a beaucoup d'abstention. Oui. Deuxièmement, tu as remarqué que sa présidence, elle est passée ric-rac, parce qu'en fait, les gens ont voté contre l'autre plutôt que pour. Et du coup, à la fin, il a quoi? 17-18% des voix pour son propre nom. Ah bah alors, pose pas la question. Il y en a 80% qui sont pas pour lui. Donc c'est un tour de passe-passe, c'est un jeu de bonne taux. Ah bah la présidentialisme, oui. Le présidentialisme, c'est une élection qui est truquée d'avance. Comment peut-on exprimer des nuances politiques en votant pour une seule personne? On se croirait chez les Zoulous, les gens qui ont des totems. Dans quelques années, tout le monde rira de ce procédé. Comment peut-on exprimer une nation, un peuple, un pays qui a 66 millions d'habitants et 47 millions d'électeurs en votant pour une seule personne? C'est une anomalie. Et la 6ème République, c'est une idée de gauche, depuis longtemps. Il y a Depuis longtemps. des gens qui racontent que la monarchie républicaine créée par De Gaulle et Debré, c'est le syndrome du membre fantôme de la décapitation de Louis XVI, de la tête de veau. Tu y crois pas? Enfin, je dis ça, moi, Non. D'abord, tu sais que même De Gaulle n'avait pas réussi du premier coup à imposer l'élection au suffrage universel. Quand il a fait la Constitution en 1958, il a été obligé de faire un compromis pour avoir une majorité en faisant que le président ne soit pas élu au suffrage universel. Il lui a fallu 4 ans et un référendum pour arriver à changer ça. Mais au début, la Constitution, c'était pas présidentialiste. Elle avait encore un sens parlementaire qui a été transformé dès qu'on votait pour un bonhomme. Et ça, c'est 62, c'est pas 58. Comme quoi. On devrait toujours faire du droit constitutionnel. Oui, enfin, en tout cas, l'histoire nous montre que depuis 62, le sens de l'élection présidentielle est, comment dirais-je, de plus en plus décadent. C'est-à-dire qu'il colle de moins en moins à la réalité du pays. Et donc, il faut changer ça. Et comme dit Nathalie, marre de la 5e République et vivement une 6e République. Ce qui est dans le programme de la NUPES, Oui. tu sais, la nouvelle unité populaire La écologique NUPES. et sociale, qui aujourd'hui représente la gauche et défend le salariat. J'ai bouclé mon propos. Ouais, et pas mais 10 de d'air, pourrais-tu rajouter pour terminer le propos. Alors toi, tu étais socialiste, tu y es toujours, tu étais au Parti Socialiste. Ouais, j'étais même dirigeant même du Parti Socialiste. Oui, je voulais pas te balancer, mais si Mais tu oui, dénonces. j'ai été presque 20 ans au Bureau National, oui, bien sûr. Et après 83, tu croyais que c'était toujours de gauche? Non, c'est une question. Mais t'as pas voté pour Mitterrand, t'as pas voté pour Jospin, Alors- t'as préféré Giscard et t'as préféré Chirac, c'est ça? Alors je t'étais encore ma mère, comme disait D'accord. l'agneau au loup. Et après, oui, Jospin. Non, c'était dans ma période où je votais plus, mais voilà. J'espère que c'était pas le 21 avril 2002. Non, là, j'avais voté. Ah, ben voilà, tant mieux. Malheureusement, mon Donc, candidat, Jean-Marie, n'est pas passé au second. donc, comme je ne suppose pas que tu votais à droite, Ouais. tu votais à gauche. Alors, non, c'est pas vrai. J'ai commencé par voter RPR. J'étais un gaulliste social. Mais bon, ceci est une autre histoire. Mais en attendant, Oui. être de gauche, j'ai Oui. dit tout à l'heure que c'était représenter le salariat et qu'il y avait toutes les nuances de la gauche. Mm. Donc il y avait dans la gauche, il y a une aile droite, il y a une aile gauche et il y a un centre.
Dans le PS aussi. Et dans le PS aussi. Merci Nathalie. D'accord. Parce que toi, tu étais l'aile gauche du PS. Mais c'est pour ça qu'on t'a évacué, c'était pas toi qui pesais le plus. J'ai pas été évacué. Quand nous avons fini de combattre Hollande de l'intérieur Ouais. et qu'on n'a pas gagné, on est parti. Et pendant 5 ans, sous Hollande, on a combattu toute sa politique. Souvent, les gens ont du mal à comprendre qu'il y avait des luttes politiques non seulement à l'extérieur, mais qu'il y en avait dans le PS. Il y en avait tellement que Hollande n'a même pas pu se représenter. Et que Valls a été balayé. Hein, on a Oui, gagné. ils avaient laissé Macron, mon cher. Attends, mais tu sais, l'histoire, c'est C'est pas. ton procès, hein, je rappelle. Non, non, mais l'histoire, c'est pas seulement le résultat. C'est pas seulement le résultat. Ouais. L'histoire, c'est la lutte qui précède le résultat. D'accord. C'est-à-dire, elle n'est jamais écrite à l'avance. Et nous pensions, nous, en 2016, qu'on pouvait la changer, qu'on pouvait éviter des gens comme Macron, mais qu'on pouvait retrouver des gens de gauche. Est-ce que tu crois ou pas, comme Coluche, que si l'élection c'était utile, ça serait interdit? Bien sûr que non, c'est une boutade. Comment on pourrait ne pas voter? Ce qu'il faut, c'est voter dans de meilleures conditions. C'est de voter avec des élus qui soient proches, connus, transparents, proches des gens, responsables, contrôlables. Voilà. Qui n'ont pas échangé la lutte de classe contre Ouais, la c'est lutte des ça. classes. C'est ce que Voilà. Nathalie, qui était Ça, c'est candidate, a insupportable. fait. De voir que des gens ont oublié leur combat politique pour aller briguer une place et faire des alliances improbables, même avec leurs adversaires, pour pouvoir être élu. Ça, c'est insupportable. T'as été pas élu, c'est Oui, pas élu. positif. De combien de voix? 3000 à peu près. Ouais, c'est beau. C'est pas mal. Bon, le premier parti, c'est quand même l'abstention. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut interroger. Je suis persuadée qu'on peut remobiliser la gauche parce qu'on a un programme pour ça. Et ce programme est révolutionnaire actuellement, surtout dans cette société Est-ce que la néolibérale. presse donne bien la représentation Pas du du tout, réel non. du discours de la gauche? Non, non, la presse est à charge, elle est au main à 95%, elle est au main des milliardaires, donc elle est à charge. L'Indépendant, par exemple, localement, ne m'a pas épargné. Ils m'ont vraiment pas aidé. La très contestée Nathalie Culeil, la très radicale Nathalie Culeil, bon, voilà. Et donc, c'est un système qui œuvre pour défendre les intérêts des plus gros. Il faut casser tout ça. De toute façon, on n'a pas le choix. On est maintenant tellement exploité de plus en plus. Il va bien falloir se lever et y aller et faire la révolution parce que c'est plus possible. Voilà, ça va pas tenir indéfiniment. Comme ça, je suis persuadée, ça va péter. Les gens n'ont plus à bouffer, les retraités n'ont rien. On peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. Je ne vois pas. C'est pas possible. Là, Macron veut revenir à un temps avec, bon, Gérard le dit bien, hein, un temps d'avant le code du travail, avec l'ubérisation de tout. C'est une régression sans nom, quoi. Ça dépend, si c'est pas Uber, c'est pas une Oui. régression. Oui, mais alors, il n'y en a pas beaucoup des Uber. Hein, Tu dis Uber, c'est pas une régression. Bah, ça dépend, si c'est toi Uber, c'est pas une régression. Faut te mettre à la place des gens, faut être en empathie. Tu veux dire que Dirigeant d'Uber. tu veux dire qu'un statut qui n'est pas salarié, Il est auto, disons, entre les patron. mais il est esclave. Les auto-entrepreneurs, c'est le pire statut qui soit. Couvert d'indépendance, ils ont rien. C'est ça Ils ont plus rien. Le droit du travail, c'est ça? Moi, je trouve Quand que... tu n'as rien à bouffer, tu fais Uber. Oui, tu fais Uber. Voilà. Et alors, Ça tu donne fais l'ordre. Uber, seulement tu te fais entuber, tu fais des heures. Ça, c'est Ils la sont pas Macronie. Non, mais attends, Ça, il c'est faut la être dans Macronie. la réalité des gens. Il faut y être dedans. Oui. Moi, je sais pas ce que c'est que le travail, je suis fils de milliardaire. J'ai lu des livres, j'ai lu Zola, ça m'a terrorisé. Je dirais, papa, je prends pas ton entreprise. C'est pas la question. Non, puisqu'on constate avec le néolibéralisme, c'est qu'ils veulent pas forcément la disparition de l'État, en fait. Ils veulent l'État au profit des multimilliardaires. Comme Gauleiter, C'est ça qui des est. grands patrons. On voit, bon, déjà, évidemment, tous les scandales, McKinsey et compagnie, puis le scandale aussi Hugh Bailey, c'est hallucinant. Ce mec, Hugh Bailey, qui a vendu Alstom à General Electric, qui était chez Macron, chef de cabinet, et puis qui après se retrouve patron, donc il passe du public au privé, patron de la branche française de General Electric, mais c'est un scandale absolu, mais je comprends pas. Vivement que l'immunité présidentielle soit levée, parce que... Pour une fois qu'un jeune trouve un travail bien payé, je trouve que tu exagères. Non, mais il y a tellement de quoi s'indigner. Il faut s'indigner. En fait,
La gauche, celle qui s'indigne, qui refuse la résignation, qui refuse le désespoir. Et en fait, j'ai remarqué souvent les gens qui votent RN sont désespérés. Désespérés. Et nous, on a l'espoir. Toi, tu les trouves désespérants. Mais qu'ils lisent notre programme. Et je veux dire, il y a 650 points, la NUPES, et c'est concret, on retrouve nos services publics qui sont notre bien public et qui font qu'actuellement, par exemple, chez nous, il faut faire 1 heure de route pour aller à une trésorerie, par exemple. Ne parlons pas pour faire sa chimio. Pour accoucher, c'est 1h30. Faire sa chimio, c'est 1h30. Si on a un cancer, en fait. Ouais, mais peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas de chimio. Alors il faut penser à ces gens-là. Alors, on va parler des bouquins de Gérard. Oh mon Dieu, non, je plaisante. 1,5 kg, 1,5 kg dans sa face. c'est le poids du code du travail. C'est exactement le poids du code du travail. Sous prétexte de simplification, en fait, on ampute complètement. Alors, c'est le 2e tome qui sera, quand ça reparaîtra en 3e tome, en 3 tomes. Ah, c'est le même. Voilà. Alors, et le tome 1 et 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous as raconté? Je prends la voix du regretté Jacques Martin. Je vous ai raconté 25 ans de lutte de classe en France et de combat politique au sein du Parti Socialiste. Alors, moi, à la base, je suis plus influenceuse. Pourquoi je m'intéresserai à ton bouquin? Parce tu que l'as pas écrit à Dubaï. Parce que tu veux connaître l'histoire. Oui. Voilà. Parce que tu veux connaître ce qui s'est passé dans notre pays au moment de novembre-décembre 95. Ouais. Parce que tu veux avoir une mémoire de ce qui s'est passé sous Jospin. Parce que t'as pas oublié qu'on avait voté non au traité constitutionnel européen en 2005. Oui, ça, parce que t'as pas oublié que les jeunes, ils avaient empêché le SMIC jeune. Oui, le CIP, CIP, et puis le CPE ensuite. Les 2 tentatives pour faire un SMIC jeune. Puis ensuite, après, il y a eu l'arrivée d'Hollande, après Sarkozy, et tout le monde a une mémoire tragique du quinquennat maudit. Alors c'est presque la moitié, presque la moitié du livre, c'est le quinquennat maudit de Hollande. Ouais. Non, 750. Ouais, pour expliquer comment la gauche a été trahie. C'est pas la gauche qui a trahi, c'est la gauche qui a été trahie. C'est une très grande différence. Oui, non, c'est bien de l'expliquer. Le mec, il arrive en 2014, il dit c'est la loi de l'offre qui crée la demande. C'est foutu. Je veux dire, nous, on veut gouverner par les besoins. Donc déjà, c'est foutu parce que la loi de l'offre qui crée la demande, c'est au mépris de tout, de l'écologie, de tout. Ça veut dire qu'on produit n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel prix. Et il faut que les gens leur inventent des besoins pour leur faire acheter n'importe quelle merde. Bon, je suis un peu vulgaire parce que je suis énervée. Non, mais on le sent là. Mais bon. C'est la chaleur. Non, mais on voilà. a appris que Rasputin était malade. Non, je comprends. Non, mais c'est pour dire que c'est un traître. Oui, bien sûr, c'est un traître. On alors paye toi, très cher. Tu connais François, en vrai? En vrai, oui. Alors, comment il est? Parce que nous, on l'a vu à la télé. Tous les soirs pendant 15 ans à 20 ans. Oui. Et alors, tu en dirais quoi? Il est normand, s'il est de Rouen? Ouais, en même temps, il est de Wessel. Moi, je suis de Sotteville-les-Rouen. Ouais. Un jour, il m'avait dit, dans son voix, il me dit, oh, t'as vu l'équipe de minimes? Alors, les minimes, pour ceux qui sont de la région rouennaise, c'est au stade Robert Diochon. Voilà. Et c'était les Diables Rouges. Et il m'a montré qu'il avait le maillot des Diables Rouges. Ouais. J'ai pas été pédagogue, j'étais pas intéressé du tout par le foot. J'ai passé à une autre conversation. Et Et la gauche, j'avais pas l'esprit courtisan, donc à l'époque, je lui ai parlé des 60 ans à taux plein. Je suis obstiné la hausse du SMIC, la défense du code du travail. Et à l'époque, d'ailleurs, sur le code du travail, si on remonte à des années comme 2010, il avait signé un communiqué pour les 100 ans du code du travail remarquable. En disant que c'était un texte de défense des droits des salariés, que c'était un texte à défendre comme la prunelle de nos yeux, que c'était fantastique le code du travail. À ce moment précis, c'était incontestable. Quel autre parti pouvait défendre le code du travail, à part le Parti communiste? Même les Verts ne font pas assez attention au code du travail, si je peux me permettre. Et puis, bourgeois, ils aiment pas le travail. Non, c'est pas ça. Je dis, ils ne font pas assez attention. Et donc, le code du travail, c'est fondamental. Et ce jour-là, Hollande me disait, ouais, vas-y, signe de communiqué et tout ça. Je ne pouvais pas deviner que 5 ans plus tard, c'est lui qui allait faire la principale cassure du code du travail depuis 100 ans. Tu parles le nom. El Khomri.
Mais qui Ne était me dis déjà... pas que c'est la loi travail, hein. Non, non. C'est la loi anti-travail. Ah Ouais, oui, chaque quand tu fois. travailles, tu perds ton sang-froid. La loi El Khomri, qui en fait était déjà la loi Macron. Ah ouais, si je peux te raconter en une phrase. La naissance du Code du travail, c'était à la catastrophe de Courrières. On est en 1906. Et C'est à dans le l'époque, il y livre. avait eu 1099 morts. Et le patron n'avait pas voulu aller chercher les survivants dans les mines. Résultat, il y en avait une quinzaine qui avaient quand même réussi à se sauver, qui étaient sortis 15 jours plus tard de la mine, ça avait secoué. Il n'y avait pas BFM Télé à l'époque, Ouais. mais toute la France avait connu le drame, une vraie tragédie. Et c'était Clémenceau. Et Clémenceau avait dit, oh, on va faire un code du travail pour que ça ne se reproduise jamais. On est en 1905, 1906, le code naît en 1910. Et le principe, c'était, on va obliger les entreprises à s'adapter aux besoins des salariés. Je peux répéter ma phrase? Non, non, puisqu'il il y a des- une amie qui passe aussi. Alors je l'invite à s'asseoir. Alors, comme ça. je vais quand même répéter ma phrase. Obliger, c'est des centres du Code du travail, les entreprises à s'adapter aux besoins des salariés. Et le 15 septembre 2015, Hollande fait une conférence de presse, annonce la loi El Khomri, Macron El Khomri, et dit on va adapter les besoins des salariés aux besoins des entreprises. Et bien sûr. Et là, En c'est une foutu. phrase, C'est foutu. en une phrase, il faisait un siècle de contre-révolution. C'est formidable. Donc, Vas-y, Gérard a Gérard. cette formule. Oui. CQFD, ce qu'il faut défendre, le code du travail. Voilà. Voilà, ça c'est un slogan qui est facile à retenir, CQFD. Et il faut qu'on le défende. Il est attaqué de toutes parts depuis bien longtemps, hein, même avant Hollande, hein, tu le montres. Et donc, cette défense est primordiale, surtout avec les retraites. Alors, je trouve qu'on est timide finalement à la NUPES parce que il faudrait revenir à 37,5 d'annuité, comme on voulait, comme ça s'était défendu dans les années 90, 2000, 2010, tout ça. On a lutté hein, pour la retraite en 2003, beaucoup. Et je trouve que déjà, on a beaucoup d'annuités, là, 42, enfin, c'est trop déjà, c'est trop, il faudrait revenir à moins que ça. Et puis même, tu parles aussi d'aller vers la semaine des 32 heures. Et c'est vrai que c'est bien que tu pointes aussi que les 35 heures, c'était un progrès, et que c'est quand même la loi Jospin, il faut quand même le saluer. Et que quand on râle sur les 35 heures, j'avais relevé, on râle à tort, parce qu'en fait, c'est que je l'avais vu, parce que moi j'ai pris plein de références, mais qu'en gros, c'est parce qu'elles n'ont pas été suffisamment appliquées, ces 35 heures. Tout ce qui a été attribué à tort aux 35 heures, flexibilité, frein au salaire, etc., L'hôpital, parce qu'il en voilà, mais n'était pas dû aux 35 heures, mais au patron. Ce n'était pas la faute des 35 heures, c'était malgré les 35 heures. Absolument. Voilà. Est-ce Donc- que dans la loi, il n'y avait pas des angles morts qui permettaient ce qui a Non. eu lieu? Non, je demande. Non, hein. non, non, non. Non, C'était alors, même l'idée que c'était 35 heures sans perte de salaire. C'était l'idée que la durée maximale du travail était à 44 heures, sur 12 semaines au moins, et que les heures supplémentaires à l'époque étaient majorées au moins de 25% et ensuite de 50%, ce qui faisait que le franchissement du seuil des 35 heures était limité, et quand il se faisait, était vraiment un paiement plus élevé. Parce que quand c'est 25% et 50%, ça coûte, les heures supplémentaires commencent à devenir chères. Et quand c'est limité à 44 heures, on peut plus dépasser, faire travailler n'importe qui, n'importe comment. Et d'ailleurs, en Europe, hein, la durée maximale du travail est toujours de 48 heures. 48 heures. Et donc, c'est un frein. Mais ceci dit, depuis, des mesures, des décrets, des forfaits jours, des tas de choses ont été adaptées qui remettent en cause les 35 heures. De facto. ça c'est important. Moi j'ai découvert dans ce livre un peu à quel point à quel point on s'était battu. Tu t'es énormément battu, mais beaucoup à la gauche, contre les attaques permanentes du patronat. C'est terrible, quoi. Et alors, il y a plein de petites phrases que tu relèves et qu'il faut savoir. Hein, celle du MEDEF aussi, qui démonte les prud'hommes aussi, en disant que c'est l'insécurité ou je sais plus. Enfin, il faut dénoncer. La protection du travail, mais même à l'intérieur de l'entreprise. Mais tout. Quand tu vois que les médecins du travail ne sont pas reconnus, quand tu vois comment qu'on appelait le truc de sécurité dans l'entreprise. Les comités hygiène, Oui, sécurité, les conditions de CHSCT travail. démantelés. Disparaît. Donc c'est terrible. Tous ces acquis qui Ne sont pas acquis pour le coup. validés. Donc il faut vraiment les défendre, et ça, quand on lit ce livre, on a encore plus envie de les défendre. On se dit, il faut une grève générale, il faut y aller, quoi. C'est pas possible. Et les comités hygiène, sécurité, conditions de travail, par exemple, si on en avait eu pendant la pandémie,
aurait été d'une très grande utilité pour organiser autrement le travail, le télétravail, pour permettre que ce soit pas le patron qui suive votre santé, mais que les cas individuels et les services, tout ça, soient traités autrement, collectivement, que le médecin du travail puisse participer aux discussions, que l'inspecteur du travail puisse y participer. L'avantage des CHSCT, c'est qu'il y avait tout dans la réunion. Le patron, les salariés, l'inspecteur, le médecin et le représentant de la caisse d'assurance maladie. Et c'était un cadre qui permettait de faire face à une situation comme une pandémie. Mais ils l'ont supprimé avant, ces imbéciles. Alors que c'était à ce moment-là que c'était le plus utile. Et même nous, dans l'éducation nationale, qui n'avons pas, et c'est un scandale de médecine du travail, on avait les CHSCT quand même. Bien sûr. Donc et ça fait partie du programme aujourd'hui. Si tu nous orientes vers l'actualité de la NUPES, c'est de reconstruire des comités hygiène, sécurité, pourquoi on est à la NUPES, entre autres. Mais... Alors c'est intéressant, mais moi qui suis un gars qui aime les chats et qui épouse pour Marine Le Pen, l'idée c'est... mais de ce qu'on entend de la NUPES, c'est plutôt des argotages, des ergotements, des errances. Quoi ça N'a-t-il Panot sur quoi ça C'est très simple le débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est est-ce qu'il faut augmenter les salaires ou pas? Oui. Et il y a un point commun entre LREM, RN et LR, c'est pas augmenter les salaires. Il n'y a que nous, la NUPES, qui voulons le SMIC à 1 500 €. Il n'y a que nous. Oui, mais malheureusement, maintenant, vous n'êtes pas assez, parce que déjà, vous êtes scindés en 2-3 groupes. Par rapport à ce qu'il y a eu récemment, hein, on sort de 50 divisions de la gauche à cause de Hollande, et pendant 5 ans, il y a la division. La NUPES, elle a que 2 mois. On peut quand même se féliciter de cet accord. Et l'unité du Parti Socialiste, des Verts, du Parti Communiste, de LFI et d'autres, l'unité est récente. Et c'est un accord programmatique, sur une base programmatique. Sur 650 mesures. Oui. Et donc, cette unité récente, faut pas la critiquer, faut la construire, faut la développer. Partout ici, à Perpignan, dans tout le pays, la NUPES, c'est l'avenir. C'est pas la dispute, c'est pas la chicanerie. C'est le contraire, c'est l'unité de la gauche. L'unité de la gauche. Et il n'y a rien de plus important que l'unité de la gauche. Et on peut rien faire sans unité de la gauche. Toi, Gérard, tu crois pas la théorie d'Emmanuel sur les gauches irréconciliables? Ah ben justement, c'était un de ceux qui disait une telle énormité. Ah, lui, il était de droite. Oui. Donc voilà. Oui, puis enfin bon, les gauches irréconciliables, ça existait en 1934 ou en 1969. La différence entre Jaurès et Jules Gage. Oui, bah tiens, justement, il y a une idée qu'il faudrait retravailler historiquement. En 1905, il y avait eu un grand congrès en France qui a donné la naissance à la gauche. Et là, c'est Jaurès qui avait fusionné les guédistes, les vaillantistes, toute une série de courants socialistes les plus divers. Et ça s'est appelé le Congrès du Globe. C'était pas très loin de chez moi qui habite à Paris, boulevard de Strasbourg, il y avait 286 délégués. Ils ont commencé par faire une chose, c'est se mettre d'accord sur des statuts qui leur permettaient à tous de cohabiter ensemble démocratiquement, en se respectant les uns les autres, quel que soit leur passé. Et ils ont donné un grand parti de gauche. Je pense que c'est pas 1905, c'est l'actualité aujourd'hui. Et la NUPES doit travailler le rassemblement qu'il y a dedans, on y travaille, à ce qui est ça. On y travaille. La réunion du 12 juillet, il y avait beaucoup de monde, on était une quarantaine, c'est bien parce que c'est hors campagne électorale quand même, et toutes les composantes étaient là. Et il n'y avait que des cacahuètes. Non mais... Et même à Prades, ça pousse pas les cacahuètes à Prades. À Prades, alors ça veut dire quand même que ça veut dire des gens de la plaine, de la montagne, oui, des gens de Perpignan, des gens de la Cerdagne-Capcir, des Girondins, le Marais, il y avait tout le monde. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Gérard André fait l'honneur aussi de sa venue. Et donc ça, c'est très bon signe. On va continuer et puis ça va. Les gens, ils ne sont pas baissés les bras après les élections, Non. ils continuent. Non. Et ils ont envie de continuer parce qu'ils sont frustrés. On était tellement près d'une victoire, tellement. Donc ne présente pas la NUPES ni la gauche unie aujourd'hui comme une histoire de dispute à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il y a un combat fondamental, salaire ou pas salaire, redistribution des richesses ou pas redistribution des richesses. Et il y a un seul camp qui défend les salaires, c'est la NUPES. T'as qu'à regarder le Front National, puisqu'on peut parler en détail. Ils ont dit, ah non, je suis pour 10% d'augmentation des salaires. À condition qu'on baisse le brut d'autant. Alors les gens n'ont pas réfléchi. 10% d'augmentation du salaire net, mais 10% de baisse du salaire brut. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ben, ça veut dire qu'on te fait un truc de bon taux. On te fait passer ta retraite, ta sécu, tous tes droits sociaux, on te les baisse sous prétexte de te donner tout de suite à la fin du mois un petit peu plus. Mais quand tu arriveras en retraite, quand tu seras malade
Quand tu auras des problèmes sociaux, alors là, tu verras que tu manques d'argent. Et donc, c'est une manipulation qui a été proposée en partie par Macron, puisqu'il a proposé aussi des primes. Mais les primes, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il n'y a pas de cotisation sociale dessus. Donc, il n'y a pas de retraite dessus. Il a proposé des chèques essence, tout sauf le salaire. Alors que c'est que le salaire qui compte. Quand on travaille, on mérite un salaire. Les primes, c'est même un frein à l'augmentation des salaires. Parce que les patrons préféreront toujours verser des primes que de monter les salaires. Parce qu'elles ne sont pas forcément reconduites. C'est si tu as été sage. C'est comme les bons points et les images. C'est comme quand ils mentent quand même pour dire qu'ils ont triplé le plafond des primes. J'espère que les gens ne se laissent pas avoir par ça quand même. Parce que déjà la prime précédente, le plafond, c'était à 1000 ou 2000 euros. Ils ont touché 500. Et encore, 16% des gens ont touché 500. Il y en a 84% qui n'ont rien touché du tout. Parce que comme c'est une prime, c'est aléatoire et c'est éphémère et ça se renouvelle pas. Et le plafond, ça ne veut pas dire qu'on atteint le plafond. Et donc quand il dit maintenant on a triplé le plafond, pas du tout, ça va rester 500 ou 600 ou 700 euros, je ne sais combien, mais ça ne sera pas 3000 ou 6000 comme les gens parfois le croient quand ils écoutent les médias au premier degré. Et donc la NUPES se bat à l'Assemblée nationale pour qu'on défende les salaires et qu'on arrête avec toutes les embrouilles que beaucoup de médias nous disent à ce sujet. Aide à la transition écologique. Donc quand tu installes des panneaux photovoltaïques, apparemment tu aurais une aide de l'État. Et oui, j'ai installé les panneaux photovoltaïques. L'aide de l'État, c'est 530 € versés sur 5 ans. Merci. Et encore 535 €. Moi, j'ai les panneaux solaires, j'ai ma maison complètement autonome. Alors, je n'ai rien touché. Alors c'est intéressant, mais on est en direct. Alors, si vous voulez des panneaux solaires, ça sera plus tard. Non, mais quand on parle de transition quand on parle écologique d'écologie, et d'aide pour la transition écologique, c'est également du pipeau. C'est ça que je veux dire. On leur dira. Oui, puis l'écologie, quand on voit que quand même 100 multinationales sont responsables de 70% des gaz à effet de serre et que nous on nous demande attention, il faut fermer les portes quand il y a la clim, etc. Pas parce que tu n'aimes pas le mondial du football au Qatar qu'il faut dégoûter les gens. Non mais d'accord, voilà, mais non, j'aime pas le mondial du football au Qatar, ça me révolte comme les pistes de ski au Qatar. Voilà, c'est un vrai scandale ça. Puis je veux dire, à un moment donné, alors, allons-y quoi. Les ronds-points, allons-y. Là derrière on a Ombline de la librairie Torquatis, on va la filmer, elle va nous faire un merveilleux sourire. Bonjour Ombline. Et donc, vous pourrez acheter et faire dédicacer les livres de Gérard. Alors, Ombline, c'est celle derrière avec les tatouages. Gérard, c'est le gars qui a écrit les livres, ne vous trompez pas. Donc, tu as écrit aussi un livre, tu avais écrit le livre Unir la gauche, mais tu as écrit aussi La Révolution russe expliquée aux adolescents. Ouais, est-ce que tu pourrais expliquer à Philippe Poisse qu'est-ce que c'était que la Révolution russe? Tiens, à propos. Je suis pas sûr que ce soit Je suis pas sûr que ce soit la grande actualité, mais j'ai publié au total une quarantaine de livres, essentiellement de droit du travail, essentiellement de droit social, sur la sécu, sur les salaires, sur le droit des salariés. Comme j'ai été inspecteur du travail pendant 30 ans, j'ai raconté ce qui se passait dans les entreprises en détail. Puis moi-même, j'ai fait une douzaine de boulots. Je suis un fils d'ouvrier qui a été ouvrier. J'ai raconté tout ça au plus près de ce que les gens vivent, quoi, de ce que nous sommes. Alors tu veux me faire parler de la révolution russe? Eh ben, je vais dire un mot. Moi, j'ai bon souvenir. Que les gens imaginent. On est en 1917. C'est une boucherie mondiale. Il va y avoir quoi? 20 millions de morts? Au moins. Ouais. Les Russes, ils payent 7 millions et demi de morts. Et le tsar, à l'époque, il n'a pas de but de guerre. Il le fait seulement pour vendre des canons, acheter des canons pour les banques russes, et il fait tuer 7 millions et demi de Russes. Alors évidemment, les gens, ils en ont marre, ils veulent la paix, le pain et la terre. Donc pour ça, ils font la révolution. Alors ils commencent par avoir des gens qui la font qu'à moitié. Kerensky? Oui, mais Kerensky, c'était un socialiste, hein, comme Lénine, ils étaient tous les deux dans le même parti au départ. C'était le parti ouvrier social-démocrate russe. Ouvrier social-démocrate russe. Oui. Et la majorité, c'était Lénine, la minorité, c'était Kerensky. Mais la majorité était beaucoup plus maltraitée, exilée, interdite, assassinée par le tsar. Et donc, quand la révolution de février s'est faite, c'est une révolution spontanée, populaire, c'est comme les Gilets jaunes. Ils ont traversé le quartier de Vyborg, ils ont traversé la Neva qui était gelée, sont arrivés au centre de Saint-Pétersbourg, et ils ont commencé à menacer le tsar qui a été obligé de s'en aller. Des femmes notamment qui... Ça a commencé par une journée de femmes, effectivement, sur la fin
Et nous sommes le 8 mars. Et donc à ce moment-là, en février-mars, parce qu'il y a un décalage d'un mois là-bas, eh bien il y a une prise de pouvoir. Et il y a le tsar fait tirer partout. Il y a 1450 morts. La faute du tsar, hein, sur les manifestants, il fait tirer. Macron n'a pas fait tirer, hein, mais il a éborgné seulement. Ah, voilà. Mais pour bien comprendre ce que c'est l'actualité de la révolte qui a eu lieu à cette époque, parce que des révolutions, il y en a partout dans le monde, et tout le siècle, ouais, plein. Et donc, mais tu m'interroges sur la révolution russe, et puis après, le premier gouvernement qui a été mis en place, faut le savoir, parfois dans la gauche, il y a des gens qui trahissent la gauche. Et au lieu de faire la paix, Kerensky, qui a été le premier chef de gouvernement, il a fait la guerre. Il a même refait une offensive, à tel point qu'en juin 17, début juillet 17, il est reparti à l'assaut contre les armées allemandes, ce qui a fait 70 000 morts en quelques jours. Et donc à ce moment-là, Kerensky s'est fait balayer parce que les gens disent ça suffit, on veut la paix. Et c'est de cette façon-là qu'ils ont donné le pouvoir aux bolcheviks. Alors les gens ne comprennent plus maintenant, ils croient que c'est pas quoi, que c'était le totalitarisme ou des choses comme ça. Pas du tout. Le totalitarisme, c'était le tsar. Et ceux qui ont changé les choses, c'était les gens. Et ils ont donné le pouvoir aux bolcheviks, qu'on fait la paix, qu'on distribuait le pain et qu'on donnait la terre. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tous les capitalistes du monde entier se sont dit, on va pas les laisser faire en Russie. Donc, il y a eu des armées qui sont venues, armées françaises, armées américaines, armées japonaises, tchèques, allemandes, etc., qui sont venues pour contrer la victoire du peuple en 1917. Oui, et ça a donné une guerre civile qui, elle, a fait 6 millions de morts et qui a mis le pays exsangue. Et quand le pays a été exsangue, au lieu que la révolution puisse gagner, elle a perdu. C'est-à-dire qu'il y a eu une révolution trahie, Staline s'est installé, il n'y a jamais eu de socialiste ni de communiste. C'est le Hollande russe. Oh non, c'est pire que Hollande. À côté, Hollande est un gentil garçon. Hein. Voilà. Enfin, bon. Mais Staline est un contre-révolutionnaire. Oui, c'était l'étoile jumelle de Hitler. Dans le système soviétique, c'était l'étoile jumelle d'Hitler, je me répète, c'est une expression de Trotsky. Mais c'est une contre-révolution, Staline. Et il n'y a jamais eu de socialiste ni de communiste nulle part à cause de ça. Est-ce que tu es géorgianophobe? Alors, Staline était un Géorgien. Et Lénine l'avait traité de brutal argousingan russe. Parce qu'il y avait une dispute à propos de l'Ukraine et de la Géorgie et d'autres. Parce qu'à l'époque, Lénine avait dit que l'Ukraine pouvait être indépendante, de même que toutes les républiques socialistes soviétiques. Et c'est ce que Poutine reproche. C'est tellement d'actualité que le 22 février dernier, Poutine a accusé Lénine d'être le responsable de tout ce qui se passait en Ukraine. Parce qu'il avait voulu l'indépendance de l'Ukraine. Parce qu'il avait dit des républiques socialistes soviétiques au pluriel. Et qu'il était prévu qu'il y ait des statuts, des constitutions dans chacun de ces États. Et ce que Poutine ne veut pas aujourd'hui. Poutine veut revenir à la situation du tsar avant Lénine. Et il considère que la raison pour laquelle il fait la guerre, c'est contre Lénine, contre la révolution russe, qui a donné la possibilité à l'Ukraine d'exister comme république indépendante. C'est drôle de raconter ça maintenant, un siècle après. C'est que je t'ai posé la question. Voilà. L'intérêt de l'histoire, c'est que elle se rejoue en bouffonnerie. Oui, mais je voudrais pas être prof de russe. Je voudrais pas être prof d'histoire plutôt en Russie. Hein. Parce que est obligé de se battre contre la version officielle qui est donnée maintenant sur l'Ukraine, est obligé de se battre pour défendre la révolution russe contre le tsar et contre Staline et Poutine. Il faut du courage intellectuel. Bien, alors il est quasiment l'heure. On va te laisser aux gens qui sont venus acheter des dédicaces. Attends, on n'a pas fini, Nathalie et moi. Non, parce que attends, elle sera à nouveau candidate si Macron dit sous l'Assemblée, parce qu'il va y avoir des luttes sociales à la rentrée contre la retraite à 65 ans, parce que la question des salaires, ça va pas seulement se passer à l'Assemblée nationale, ça va se passer dans les entreprises à la rentrée. Et avec les syndicats. Parce que les luttes sociales et la gauche, maintenant, c'est en pointe. Je vois des gens sur les réseaux sociaux, ils se désespèrent. Ils disent, c'est pas le moment de se désespérer, c'est le moment de se préparer à la lutte pour la rentrée. Parlementaire, même dans l'Occitanie, on est en lien entre nous, candidat et député. Qu'il y a dans le département oui, aussi, il y a des actions, et puis il y en a même dans toute l'Occitanie sur l'hôpital, fin juillet.
Il y a des actions dans divers hôpitaux pour faire remonter un peu le vécu de tout le monde. Ce sera la base d'un travail parlementaire mené par nos députés, dont Nathalie Oziol par exemple. Il y a une journée d'action le 29 septembre avec la CGT. Il y a des luttes. Là, j'ai eu des mails encore aujourd'hui, le 24 septembre, une manifestation ici aussi par rapport au projet d'usine, etc., de bitume. Il y a des bitumes, oui, le 24 voilà, donc non, on est sur le front, bien sûr. Et puis nous, et dans l'éducation nationale, la situation est explosive. C'est devenu insupportable. On n'a plus assez de professeurs, tellement le métier a été dévalorisé et tellement on est condamné finalement à l'inefficacité. Je reprends la parole d'un postier, mais ça s'applique à l'éducation nationale, parce que tellement les classes sont chargées, tellement nos programmes sont chargés, tellement on a peu d'heures pour les mettre en œuvre, tellement nos élèves arrivent avec des lacunes, parce que de réforme en réforme, c'est des lacunes en fait. Voilà, de réforme en réforme, on enlève toujours plus d'heures de cours. Donc la situation est absolument explosive partout dans tous les secteurs. Et donc ceux qui sont radicaux, c'est eux qui nous imposent ça. C'est pas nous. Nous, on veut simplement se battre pour ce qui nous revient, ce à quoi on a droit. La terre à qui la travaille, comme on dit. Voilà. Oui, voilà. Et la NUPES à tous. Voilà. Parce que ici, là où il y a 4 députés RN, si la NUPES a un rôle à jouer, c'est bien ici. Ah, oui. Faut passer par-dessus toutes nos divergences. Faut pas faire de l'antisocialisme, l'anticommunisme, de l'anti-vert, etc. C'est le moment où tout le monde doit se retrouver. Et la NUPES, c'est le département, les 4 circonscriptions et le département. Parce que s'il y a des élections anticipées, il faudra être prêt. Oui. Et puis d'autre part, pour militer, pour suivre toutes les luttes sociales, il faudra une coordination. Et par conséquent, c'est ça qui est à l'ordre du jour. Et puisque tu nous donnes la parole, tu nous donnes la parole à ceux qui nous écoutent, c'est le moment de remonter ses manches. C'est pas le moment ni de se décourager, ni de croire que l'été va tourner une page. La NUPES, c'est historique. C'est la nouveauté. La gauche unie, ça n'a pas existé depuis des années. Et le fait qu'il y ait un rassemblement des Verts, des socialistes, des communistes, et qu'il y ait avec la France insoumise, c'est une histoire nouvelle qui est en train de se faire. Moi qui suis de droite, j'ai tendance à penser que ça va exploser aussi vite que ça va. Eh ben, si t'es de droite, aie peur. Il va bien falloir que la roue tourne. C'est pas possible. Bien, on va laisser ce direct donc qui sera sur l'archipel contre-attaque sous pneu, comme on dit, et on va laisser les fans te dédicacer ton livre, notamment le tome 2. Donc, vas-y, fais de l'autopromo. Prends le livre, ah mon Dieu. Ah oui, d'accord. Mais l'autopromo, il faut faire de l'autopromo. C'est pas TF1 qui va me faire de la pub. Hein. Bon, c'est pas dans la rubrique livre. Non, j'ai essayé, mais ils m'ont pas répondu, figure-toi. Donc, alors, c'est donc Gérard Filoche, ça on sait. C'est édité chez qui? Alors, Atland, c'est une maison d'édition qui fait tous ceux qui veulent passer les concours, les agrègues, les machins, etc. C'est une grosse maison d'édition. Et l'éditeur d'Atland, Philippe Lemarchand, m'a fait le gros honneur. Il m'a dit, je ne discute pas la volume, c'est trop important. Pour l'histoire, ça servira. Je me suis senti rentrer dans l'histoire. Voilà, et j'espère qu'il y aura des lecteurs quand même. Ah oui, et puis ça aide, ça remonte encore plus. On voit tout ce qu'on a perdu et à quel point il faut se battre en permanence. Ça redonne la conscience de classe et la classe. Donc achetez ce livre. Finalement, tu es une influenceuse de Dubaï, puisque grâce à ton livre, j'ai retrouvé la classe. Ouvrière. Gérard Filoche, merci. Nathalie Culey, merci. Public nombreux, merci. On se retrouve à la dissolution.